cybersécurité infogérée. Donc au cours de ce webinaire, en fait, on va voir différentes parties. Le webinaire a un petit peu changé puisque du coup, il a déjà eu lieu et on l'a modernisé. Euh, voilà un petit peu le sommaire que je vous propose d'aborder ensemble. Une première partie assez brève sur la piraterie moderne et les nouvelles tendances de piraterie. Un second volet sur l'engouement pour l'EDR, le rôle du SOC, puisque maintenant il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à l'EDR et qui ont besoin de comprendre aussi voilà, qu'est-ce qu'un SOC, donc un Security Operations Center, un centre opérationnel de sécurité. On va faire une petite étude de cas principalement orientée sur la sécurité des réseaux, notamment des réseaux LAN et WAN. Et puis, on va faire voilà, une petite analyse de l'organisation d'un prestataire d'infogérance. Et enfin, on va faire le point sur ce que c'est que le SIEM aussi, puisque c'est quelque chose qui maintenant arrive aussi un petit peu dans les têtes des DSI et qui effectivement est un outil de cybersécurité, un outil, une organisation, enfin voilà. C'est à mi-chemin entre les deux qui permet d'aller encore plus loin dans l'analyse systémique des systèmes d'information. Alors c'est parti, je vous propose de démarrer du coup par ça, je vais juste organiser mon écran, voilà. Donc la piraterie moderne et puis les nouvelles tendances. L'idée c'est déjà de comprendre en fait que si on veut protéger une structure en tant qu'infogéreur, je sais pas si ça veut dire en tant que prestataire d'infogérance, c'est de comprendre en fait comment la piraterie est organisée de nos jours. Du coup, fut un temps, on avait le pirate seul dans sa chambre, éventuellement assez jeune, 13 à 20 ans, qui a été un peu néophyte sur les nouvelles technologies et puis qui utilisait éventuellement soit ce qu'on appelait du script kiddies, c'est-à-dire des scripts tout faits par d'autres et puis qu'ils exploitaient comme ça, soit en fait voilà des personnes peut-être un petit peu plus confirmées mais qui agissaient seules. Donc depuis quelques années en fait la différence c'est que la piraterie a segmenté les tâches, comme dans notre société humaine en fait. Hein, si vous voulez construire une roue de voiture, si vous étiez seul, il faudrait aller extraire du pétrole pour construire le pneu, ensuite raffiner ce pétrole, construire le pneu et ainsi de suite. Ça prend une éternité. Hein. Et à partir du moment où on a commencé à segmenter les tâches, en fait l'humanité en termes d'industrialisation a fait un bond en avant astronomique. Donc c'est ce qui s'est passé aussi depuis à peu près 10 ans sur la cybersécurité, c'est-à-dire que du coup il y a des acteurs qui vont en fait construire des malwares, d'autres acteurs qui vont se spécialiser sur la détection de vulnérabilités, d'autres sur l'exploitation de vulnérabilités pour aller récupérer des données. Généralement ces vulnérabilités elles sont vendues en ligne. Alors il y a du white hat, donc du pirate blanc qui va plutôt en fait chercher à détecter des vulnérabilités pour les montrer aux entreprises et gagner de l'argent de cette manière-là. Puis bien sûr les black hats qui vont plutôt en fait vendre les vulnérabilités et plus elles sont critiques, plus ils gagnent de l'argent et évidemment il faut que ça soit des vulnérabilités qui ne soient pas encore patchées. Du coup, pourquoi est-ce qu'ils font ça? En fait, la piraterie, aujourd'hui, ça génère des sommes absolument astronomiques. Si on regarde un petit peu le volume d'affaires de la piraterie, donc ça, ces chiffres, ils datent d'il y a 1 an et demi. Donc ils ont certainement évolué depuis un petit moment. Mais si on le compare au trafic de la drogue, le trafic de drogue, on est quasiment à 3 fois le volume d'affaires généré par le trafic de drogue. Donc je parle de chiffre d'affaires ici, hein, parce qu'on a vraiment affaire à des organisations mafieuses, organisées, outillées. Et c'est en termes de dollars, ça représente 1500 milliards de dollars par an. Des sommes qui sont assez colossales. Petite subtilité là-dessus, dans différents pays, la réglementation n'est pas forcément la même. On sait que dans des pays comme par exemple la Russie, en fait le piratage est beaucoup plus toléré que dans des pays occidentaux où on risque la prison à vie. Quand on est un Russe, il y a une certaine légende, mais qui a l'air d'être plutôt fondée sur le fait que un Russe peut pirater à partir du moment où il ne pirate pas la Russie, où il ne pirate pas un Russe en dehors de Russie, et à partir du moment où il ne sort pas du territoire russe, puisque du coup après il y a Interpol qui prend le relais et c'est un petit peu différent. Donc il y a certains pays où en fait le pirate a vraiment la belle vie, et roule en Lamborghini, entouré de belles filles et tout ça.
5 mois en moyenne, c'est une stat qui est très importante. Le le pirate, en fait, de nos jours, c'est plus le même pirate qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait un pirate qui découvrait un exploit et puis l'exploitait généralement immédiatement avec, par exemple, soit un malware, soit un ransomware, et puis demander une rançon. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que sur la plupart des attaques qu'on voit, le pirate, en fait, va rester 5 mois en infiltration sur vos systèmes. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est notamment pour pouvoir déposer des backdoors, donc des portes dérobées, qui vont passer aussi dans les cycles de sauvegarde. Si jamais du coup vous avez des sauvegardes qui sont roulantes, bah du coup en fait leur backdoors comme ça, quand vous allez remettre votre sauvegarde, sera toujours là, ils pourront à nouveau réattaquer. Il y a une statistique qui montre que 52% des entreprises qui ont été attaquées une fois sont réattaquées la même année par le même groupe de pirates. Donc le procédé d'un pirate aujourd'hui, bah, en fait, ça se fait en plusieurs phases. Donc la première phase, c'est une phase de reconnaissance. Alors désolé pour le PowerPoint, hein, je l'ai fait moi-même, c'est pas superbe. Donc une phase de reconnaissance. Donc la phase de reconnaissance, ça va passer par comment dire, par la recherche de vulnérabilités sur des systèmes. Ça peut même passer par des choses comme LinkedIn, hein, tout simplement. En fait, le pirate va se renseigner sur qui fait quoi dans l'entreprise et puis essayer d'identifier en fait les personnages clés. Euh, Ensuite, on a généralement une attaque initiale. Cette attaque initiale qui arrive très souvent par mail, par phishing. Et la particularité de cette attaque initiale, c'est que généralement, elle est totalement transparente. Ça peut être par exemple en fait le service comptabilité qui va recevoir une facture ou le service RH qui va recevoir un CV. Ils vont bien avoir un PDF dans le CV, par exemple un CV. Et puis, du coup, quand ils vont ouvrir ce PDF, sans qu'ils soient aperçus de rien, va se déployer non pas un logiciel, mais un système en fait qu'on appelle un centre de commande de pirate. Et la particularité de ces centres de commande, c'est que ce ne sont plus de simples logiciels, donc ils ne sont plus en fait interceptables par par des antivirus ou même par des EPP, c'est-à-dire des antivirus modernes qui font de l'analyse comportementale et tout ça. J'ai essayé d'expliquer un tout petit peu plus loin pourquoi c'est plus, ça ne permet plus d'intercepter ce type de choses. Une fois que le centre de commande est déployé, donc pour la personne qui en fait s'est fait infecter, c'est totalement transparent et puis en fait le pirate, bah, du coup, il va prendre le contrôle du poste et il va pouvoir faire des actions sur le poste, soit en ligne de commande, soit autrement, à distance, sans qu'il y ait la moindre trace sur le poste visible. Et puis après, son objectif au pirate, évidemment, c'est de se déplacer latéralement sur le réseau pour obtenir en fait des autorisations sur des postes qui sont beaucoup plus intéressants pour lui, en l'occurrence les postes de la DSI, de la direction et évidemment bah, les serveurs et puis les systèmes de sauvegarde. Toute cette phase-là dure environ 5 mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a pris le contrôle du poste et qu'il est en fait sur le réseau, il va se passer vraiment un laps de temps assez important durant lequel en fait le pirate va procéder à de l'exfiltration de données, essayer de déployer en fait ses backdoors et ainsi de suite. Et puis après, il y a l'attaque réelle, c'est-à-dire celle qui est visible. Donc généralement, en fait, on peut voir une première attaque sous forme de ransomware. Donc à savoir que si les machines qui servent aux sauvegardes sont sur le réseau, sur le même réseau, donc des NAS par exemple, bah, généralement le pirate, s'il est bien confirmé, en fait, il va réussir à attaquer les NAS aussi. Ce qui veut dire qu'une sauvegarde en local pose notamment certains problèmes et c'est pour ça qu'on préconise de la sauvegarde à froid sur des disques déconnectés du réseau et sur de l'externalisation vers un data center par exemple, puisque là on n'est plus sur le même réseau LAN, on est sur un WAN différent. Et dans le cas, on va prendre par exemple l'hôpital de Corbeil-Essonnes, hein, il y a eu une attaque, enfin il y a eu deux attaques l'année dernière, en août et puis après, si je dis pas de bêtises, en novembre. Donc le même groupe de pirates suspectés, donc Lockbit, hein, un groupe de pirates prétendument russe, qui du coup bah, en août déploie un ransomware, paralyse en fait l'intégralité du système et puis gestion de crise au niveau de l'hôpital et quelques mois plus tard exfiltration de données. Alors l'exfiltration de données a certainement eu lieu du coup en amont, hein, mais du coup la deuxième attaque c'est une archive de 11 gigas de données avec des données qui sont très sensibles, qui se retrouvent sur internet et une nouvelle demande de rançon.
Donc pour éviter en fait de rentrer dans ce cercle vicieux parce qu'une fois que le pirate a les données, concrètement il peut faire chanter plusieurs fois, revendre ses données, enfin voilà, monétiser au maximum en fait ce qu'il a récupéré. En fait c'est en ça que du coup on essaye de venir combattre ces démarches-là avec des outils de cybersécurité et puis de la sécurité infogérée, donc par un prestataire, un intégrateur. Deux derniers points pour qu'on puisse parler de la même chose. Quand on rentre dans l'univers de la cybersécurité, on entend généralement parler du MITRE ATT&CK. Donc en fait, le MITRE ATT&CK, c'est un référentiel qui a référence entre autres en fait, les différentes briques qu'on peut retrouver fréquemment dans une cyberattaque. Là, on peut voir par exemple rootkit, two-factor authentication and interception, lateral movement, donc je sais plus exactement où est-ce qu'il est ils sont ici en fait dans la catégorie, je sais pas si vous voyez mon curseur. Et en fait, l'objectif du coup de la cyberdéfense, ça va être de venir détecter en fait ce type de pattern sur les outils d'une DSI, d'un système d'information, pour les intercepter et puis empêcher une attaque de rentrer et de se propager. Et un dernier point sur la partie piraterie, identification de ce qu'on a en face, qui est intéressant. Donc là, en fait, on a un graphique de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité du système d'information, qui date de 2020, sur lequel, en fait, on voit que la cible générale des rançongiciels se segmente de la manière suivante. Et puis ce graphique, en fait, il évolue avec le temps, puisque du coup, par exemple, déjà en 2021, on voit qu'en fait la partie rose à droite a pris plus d'ampleur. La partie rose à droite, en fait, c'est nous, c'est vous, c'est les PME, c'est les ETI et éventuellement les TPE. Donc pourquoi en fait ce graphique évolue? Si on prend celui de 2022, il a à peine bougé en fait. Je crois qu'on a 51% en fait sur la partie PME. Pourquoi ce graphique évolue? Parce qu'en fait, si on voit où est-ce que le différentiel s'est récupéré, en fait, on voit la partie violette qui sont les entreprises stratégiques, qui sont des entreprises du coup plutôt, on va dire, grands comptes. Ces entreprises ont plus de moyens pour se protéger. En fait, on fait des démarches pour investir dans leur cybersécurité. Elles sont plus dures en fait à pénétrer. Et il y a un autre aspect qui fait un effet ciseau, c'est que dans la PME, dans le tissu de PME européen notamment, puisqu'on fait partie de la principale cible en fait de la piraterie, dans le top 10, la plupart des pays occidentaux développés européens, on va dire, sont dans le top 10 des pays les plus attaqués. En fait, dans ce tissu de PME, il y a de l'argent et les pirates l'ont compris, donc plus facile de rentrer et en même temps de l'argent récupéré. Du coup, on va parler un petit peu de l'EDR et du SOC, puisque aujourd'hui on parle de sécurité infogérée. Donc le point important, c'est sur la partie Security Operations Center. D'ailleurs, je vois que je l'ai noté n'importe comment. Donc c'est Security Operations Center, il n'y a pas d'accent. Je crois que c'est mon correcteur d'orthographe qui a dû corriger ça. Donc déjà, pour pouvoir parler de ça, il faut comprendre ce que c'est que l'EDR. Donc concrètement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont ce qu'on appelle un EPP. Endpoint Protection, c'est un antivirus évolué qui va permettre d'intercepter des virus et des malwares, souvent des malwares qu'on appelle zero day, c'est-à-dire des malwares qui ont été créés le jour même. C'est des systèmes qui embarquent généralement un système plus ou moins de sandboxing, c'est-à-dire une sorte de bac à sable en fait qui est déployé sur l'ordinateur, qui fonctionne pas vraiment comme un vrai bac à sable, puisque c'est pas une machine intermédiaire qui sert de sacrifice en cas en cas d'attaque, mais plutôt en fait un système de cache, qui va faire aussi du comportemental et puis de l'analyse via machine learning, donc via intelligence artificielle en d'autres termes. Et ça permet de détecter des logiciels malveillants en exécution sur le poste. Le problème aujourd'hui, on l'a évoqué un tout petit peu plus haut, c'est qu'aujourd'hui, un pirate confirmé, un groupe de pirates confirmés ne va pas forcément exploiter un logiciel pour attaquer la machine, mais un centre de commande. Et ce centre de commande, il a la particularité d'être en kit, c'est-à-dire qu'il va en fait intégrer des instructions par exemple, dans un payload, Office 365 ou autre, qui du coup vont appeler d'autres systèmes en fait sur le poste et ainsi de suite, et puis communiquer par exemple avec un serveur Node.js à distance qui va être commandé par le pirate, et le pirate depuis son poste va pouvoir intervenir en fait sur le poste,
certaine manière en tripartite, c'est-à-dire avec ce serveur distant et puis en fait le centre de commande qui se trouve sur le poste. Et ça, c'est très ennuyeux, pardon, parce que du coup, bah, les EPP que la plupart des structures ont bah, n'arrêtent pas ce type de système. Très compliqué à arrêter pour un EPP. Donc la manière technologique de répondre à cette nouvelle forme de piraterie, hein, c'est l'EDR, donc Endpoint Detection and Response. Donc c'est une autre couche technologique qui vient compléter l'EPP. Ça ne veut pas dire qu'un EDR remplace l'EPP, c'est très important de le comprendre. Il faut un EPP et un EDR sur la machine. Et l'EDR, en fait, va avoir un comportement différent, va travailler sur une manière différente la cybersécurité. Donc lui, en fait, son rôle, là où le PP en fait intercepte du logiciel en exécution sur le poste, le DR lui va chercher à intercepter du pirate infiltré sur le poste. Et pour ça, il va analyser en temps réel bah, les comportements machine. Les comportements en fait sur votre machine, ça peut être un comportement malveillant, ça peut être par exemple des ports qui s'ouvrent sur la machine sans que bah, l'utilisateur soit au courant et sans que cette ouverture de port soit légitime. Ça peut être une connexion à une IP suspecte, puisque déjà exploitée dans une autre cyberattaque quelque part sur la planète. Ça peut être des scripts PowerShell ou des scripts CMD qui s'ouvrent et qui se ferment en fait sur la machine avec des lignes de commande qui passent à l'intérieur. Ça peut arriver des fois, par exemple, que vous voyez un petit flash noir ou un petit flash bleu sur votre écran au démarrage. Bah, en fait, voilà, un pirate va pouvoir éventuellement ouvrir très vite un PowerShell ou un CMD, une console voilà, de script sur votre machine, mettre en exécution sa ligne et puis directement le refermer derrière, ce qui est du coup assez furtif. Et quand l'EDR en fait détecte un comportement malveillant ou suspect, bah, en fait, il va analyser la criticité de ce comportement-là et puis la confiance en fait qu'il a dans son propre diagnostic. Et en fonction de ça, en fait, il va éventuellement prendre une response. Donc, c'est la réponse ER de EDR, c'est-à-dire l'isolation instantanée du poste, du LAN et du WAN. Donc, pourquoi on l'isole du WAN? Bah, ça permet en fait de couper l'accès immédiatement aux pirates. Donc le WAN, c'est Internet, hein. Ça permet de couper immédiatement l'accès aux pirates pour que le pirate du coup ne puisse plus agir sur le poste. Et pourquoi est-ce qu'on l'isole du LAN, donc du réseau local? C'est pour empêcher bah, que l'attaque puisse se propager sur d'autres postes au sein du réseau. Donc tout ça, ça fonctionne très vite, hein. C'est le logiciel qui le fait en temps réel. Et puis derrière, en fait, cet EDR, il va avoir une dernière action qui est super importante, c'est de pouvoir nous envoyer à l'équipe SOC, donc l'équipe Security Operations Center, centre opérationnel de sécurité, les logs et exactement qu'est-ce qui s'est passé en temps réel. Et en fait, le SOC, c'est à ce moment-là qu'on commence à sentir un petit peu le besoin en fait d'une équipe cyber et d'infogérance. C'est une intervention humaine qui va être capable de traiter en fait les alertes d'un EDR, entre autres. Donc ils vont pas faire que ça, mais ils vont du coup pouvoir traiter les alertes. Et dans ces alertes, bah, il faut bien comprendre qu'un EDR, c'est très critique parce que si par exemple un EDR vous détecte en fait des choses sur l'intégralité de votre parc informatique qui sont suspectes, mais qui sont légitimes, bah en fait potentiellement lui il va pas forcément comprendre si c'est légitime ou pas, et il peut potentiellement isoler d'un coup tous les ordinateurs de votre flotte. Donc ça veut dire que d'un coup, en fait, vous avez toute l'entreprise qui se retrouve privée de leur informatique et le SOC, en fait, doit intervenir extrêmement rapidement. Donc là, en l'occurrence, nous, par exemple, on a une GTI d'une heure, hein, c'est ce qui se fait de plus rapide, je crois, sur le marché, une garantie de temps d'intervention une heure, et dans cette intervention, en fait, le SOC va avoir soit dans le meilleur des cas, donc un traitement de faux positifs à gérer, c'est-à-dire que l'attaque bah, est faux positive et du coup on va simplement en fait libérer les postes concernés. Soit on va du coup bah, voir que c'est une vraie cyberattaque et dans ces cas-là, on va contacter immédiatement les personnes concernées pour action. Voilà. Et le SOC par contre s'arrête là, c'est-à-dire que concrètement il va contacter, prendre la main dans le sac en fait le pirate et expliquer du coup à la DSI, à l'équipe DSI ou à l'entreprise qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si par exemple il faut formater un poste derrière parce que il a été vraiment affecté et que même avec un scan antivirus et tout ça, ça résoudra pas le problème, le SOC s'arrête en fait simplement à prendre la main dans le sac. Après par contre on peut faire des actions mais sur prestation, s'il faut formater un poste ou autre.
Donc là, moi-même, quand on m'a présenté, il y a ça un moment de ça, en fait, le DR, j'ai tout de suite posé une question, c'est comment est-ce que en fait, un SOC peut intervenir sur un poste qui a été isolé du réseau LAN et du réseau WAN? Le poste est censé être isolé complètement d'internet. Donc en fait, c'est explicable puisqu'en fait le DR va agir sur, le poste de manière software. C'est-à-dire que concrètement, il va en fait fermer tous les ports, du firewall de l'ordinateur, sauf un qui va être aléatoire et qui va permettre de communiquer avec le SOC. Donc, en fait, le poste est quasiment totalement isolé du réseau, mais il y a juste un tunnel en fait qui est conservé pour que, du coup, le poste puisse communiquer avec le SOC. Donc là, en fait, le DR, lui, il va vraiment s'appuyer sur le mitre, hein, puisque à chaque fois qu'en fait, il va générer une alerte, on va voir que on est en bas à droite. Vous voyez, en fait, lateral movement, ça fait partie en fait des patterns mitre persistance, pareil, tout ça. Et derrière, le SOC va avoir, en fait, quand on rentre dans nos coulisses, hein, bah, il va avoir, en fait, sur sa console, apparaître, un schéma d'attaque. Donc là, en l'occurrence, on voit, en fait, un poste qui est incriminé, la desktop evac 33C. Et sur ce schéma d'attaque, il voit, en fait, qu'est-ce qui s'est passé déjà d'un premier coup d'œil, en fait, si c'est du coup un PowerShell qui a été lancé ou autre. Ensuite, si on regarde en haut à gauche de ce slide, on peut voir en fait risque grave, confiance élevée, gravité élevée. Donc ça, en fait, c'est l'évaluation de l'EDR sur son propre diagnostic, donc gravité élevée, confiance élevée sur son diagnostic. Et puis bien sûr, le SOC va après rentrer en fait plus dans le détail en fait de l'attaque pour analyser vraiment ce qui s'est passé. Et puis là, on va pouvoir voir en fait que bah, il y a une ligne de commande qui a été passée. Alors je sais pas si je peux montrer un petit pointeur. Voilà. Hop. Donc on a une ligne de commande ici qui a été passée avec un PowerShell qui restait start bit transfer priority foreground et puis en fait un URL. On voit qu'en fait le pirate a tenté de télécharger en fait un système sur la machine, donc là un .txt et avec du coup une priorité devant les autres en fait. Voilà. C'est pas en gros qu'il fait passer en background ou c'est pas invisible, c'est qu'en fait il fait passer en priorité devant les autres téléchargements. Et puis ici en fait on voit l'idée mitre attack, donc en gros le scripting à BIOS qui nous permet en fait d'aller consulter exactement de quoi il s'agit, qu'est-ce que le DR a vraiment compris et interprété comme étant une attaque. Et puis on voit ici en fait la date d'exécution bah, du script malveillant du pirate, donc de la ligne de commande, et la fin d'exécution, en fait, là c'est quand en gros le DR a interagi pour bah, mettre le poste en isolation, la réaction de DR. Donc concrètement, même si en fait le pirate a réussi à télécharger, parce que un.txt c'est vraiment très très petit, même s'il est passé dans le micro laps de temps qu'il y a eu, le pirate ne pourra pas l'exploiter. Et derrière, une fois qu'on a analysé cette attaque, bah, en fait, le SOC va être en mesure de soit d'interagir un petit peu avec le poste. Il peut par exemple le libérer de son isolation s'il considère que c'est un faux positif. Il va pouvoir classifier en fait ici l'attaque comme étant bah, une vraie attaque ou un faux positif. Et éventuellement, il va même pouvoir en fait ici, donc on utilise WithSecure, hein, qui est la filiale pro de F-Secure, hein, qui est un excellent système d'ailleurs et on va pouvoir en fait leur signaler aussi si par exemple on voit sur nous en fait on infogère un très grand nombre de DR. Si on voit par exemple qu'il y a un type d'attaque qui revient de manière assez récurrente, on peut se dire qu'il se passe quelque chose un peu comme en 2017 quand il y a eu WannaCry, qui était un énorme ransomware qui a touché 400 000 entreprises. Mais on peut signaler ça et remonter ça en fait directement au constructeur et à l'industriel pour qu'ils puissent en prendre en compte le fait qu'il se passe quelque chose d'assez grave au niveau soit national, soit carrément au niveau planétaire. Donc des fois, en fait, on a des attaques qui sont très simples à lire, hein, comme le cas qu'on vient de voir, et puis après, on peut arriver sur des choses beaucoup plus verbeuses, où on va avoir plusieurs lignes de commande, hein, 5, 10 et ainsi de suite, et, euh, et on va pouvoir analyser, c'est notamment bah, le rôle du SOC d'être capable d'analyser ça. Ensuite, ici, en fait, on va pouvoir voir que du coup, bah, l'EDR, il va être capable d'apprendre et en fait, le rôle du SOC, ça va être aussi bah, de lui apprendre des choses. Alors évidemment, on va pas attendre que l'EDR vous foute toute votre parc comment dire, de postes informatiques en carafe. Il y a une zone de déploiement, une phase de déploiement, et c'est pour ça d'ailleurs que le choix de l'intégrateur est super important, hein, parce que du coup, vous avez des fois des intégrateurs avec du prix très très léger.
Mais en fait, l'EDR, ça prend vraiment du temps à déployer. C'est un outil critique et qui est très important dans les entreprises, mais qui va être assez critique pour les raisons qu'on vient de citer. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va éduquer l'EDR d'abord sur des labs de postes et de serveurs. C'est-à-dire qu'on va pas déjà mettre toute la flotte en EDR, on va prendre quelques postes, quelques serveurs. Et puis, on va fonctionner d'abord de manière transparente en fait avec l'équipe informatique locale ou avec l'entreprise pour savoir s'il y a des usages qui sont particuliers. Par exemple, est-ce que vous avez des tâches cron Linux ou des choses comme ça, donc des tâches qui sont programmées et qui pourraient en fait être interprétées par l'EDR comme étant suspectes, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interruption de service liée à l'EDR qui soit impromptue. Donc le SOC qui va s'occuper en l'occurrence au départ du déploiement, donc vous avez un chef de projet déploiement, et puis après en fait on continue d'éduquer l'EDR en cours de vie et d'y réagir. Ensuite, si on continue un petit peu, là en fait on prend vraiment la mesure de la criticité d'avoir un SOC, un Security Operations Center, puisque en fait, si on regarde là sur 44 devices, donc sur 44 périphériques, on voit qu'en fait on a 44 postes informatiques ou tablettes ou autres, et ben on a généré quand même 250 000 events de sécurité via l'EDR, ce qui est énorme, et du coup ça prend un temps fou à traiter pour une équipe interne d'une entreprise. C'est pour ça que là le SOC en fait vient en gros décharger à la fois d'un aspect technique, puisqu'il faut analyser des attaques, mais aussi il va décharger en fait l'équipe d'un sujet, on va dire, à plus de temps et de ressources. Donc enfin sur l'EDR, voilà, on pourra en parler sur la partie questions si vous avez d'autres sujets. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à un exemple, un deuxième exemple en fait, cette fois-ci sur la partie protection du réseau. On va prendre un cas en fait qui s'est passé en novembre 2022 et en octobre 2022. Alors désolé pour ce slide, il est très verbeux, mais je vous demande pas de le lire parce que je vais tout vous expliquer. En octobre 2022, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une faille de criticité 9.6 sur 10 sur les outils Fortinet. Ça a impacté FortiOS, FortiProxy, FortiSwitch. Fortinet, on parle de firewall. Euh, Là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vulnérabilité, elle permettait à un pirate non authentifié, pardon, de pouvoir dropper une clé SSH directement sur les outils. Une clé SSH, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en informatique, c'est en gros, c'est le Graal, c'est un accès vraiment voilà, au système en ligne de commande et qui permet de faire à peu près tout ce qu'on veut. Et au moment où cette vulnérabilité a été du coup diffusée par les équipes de Fortinet ou autres d'ailleurs, il y a des recommandations qui ont été préconisées. En l'occurrence, vérifier dans les logs si du coup il y a en fait le local process access qui apparaît, ou upgrader vers une nouvelle version, désactiver par exemple le HTTP, enfin les accès en HTTP, HTTPS de l'interface admin. Bon, généralement, quand vous avez un prestataire intégrateur qui vous intègre votre Fortinet, il est censé avoir déjà fait ça, et puis limiter l'accès à quelques IP de confiance pour qu'il n'y ait que l'admin qui puisse y connecter. Mais c'est pas tout en fait. Ce qu'il faut derrière, c'est s'assurer aussi que du coup, au-delà de patcher simplement, s'assurer qu'en fait, elle n'ait pas déjà été exploitée, parce que ce qu'on voit en fait ici, c'est que la faille en question, enfin la vulnérabilité, elle a déjà été massivement exploitée. C'est-à-dire qu'ils ont déjà les indices comme quoi en fait, ça a servi d'attaque. Donc, si on résume d'une manière différente ce qui s'est passé en octobre 2022, il y a des entreprises qui ont acheté du matériel Fortinet et qui n'étaient pas en infogérance. Et ces entreprises-là, en fait, quand en octobre 2022, elles pensaient avoir un outil de cybersécurité super pour se protéger, en fait, elles avaient une porte d'entrée qui s'est créée dans leur entreprise. Et cette porte d'entrée, c'est malheureux à dire, mais il y a encore un très grand nombre d'entreprises en France et à l'étranger qui n'ont toujours pas, en fait, géré cette vulnérabilité. Donc le rôle de votre infogéreur, de votre prestataire d'infogérance, c'est justement d'intervenir dans un temps record au moment où ce type de vulnérabilité est détecté, pour à la fois vérifier s'il y a eu un problème, si ça a été exploité, et après du coup réagir face à ça en patchant et puis en corrigeant éventuellement si jamais ça a été attaqué. Donc attention, je suis pas en train
comment dire, de dire du mal de Fortinet ou quoi, hein. On a 1200 Fortinet, 1100 ou 1200 Fortinet en infogérance, enfin, dans le groupe NVL, chez ID-Line notamment. Euh, mais ça arrive sur tout le matériel. Ça arrive sur SonyCall, sur Sophos, sur Stormshield. Stormshield, ils ont fait le grand chelem pendant un moment, il y a 2 ans, je crois. Enfin voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, le rôle de l'infogérance vient vraiment prendre voilà, son aspect important à ce niveau-là. Là, en fait, on voit un tout petit peu de détails sur, en gros, la faille de Fortinet qu'on vient d'évoquer, hein. On voit qu'en fait, il y a du code incriminé chez Fortinet qui nous permettait, en gros, simplement, en fait, de se faire passer pour un agent local, au travers des variables qui étaient ici. Puis on voit, en fait, là, le script Python qui permet, en fait, d'exploiter. Alors, bien sûr, je le mets pas en entier, hein, pour éviter les problèmes, mais du coup, qui permet, en fait, d'avoir cette clé SSH qui est droppée directement sur le système en question. On va aller maintenant voir un petit peu comment un prestataire de cybersécurité est organisé pour gérer en fait vos systèmes de sécurité. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut gérer? On peut gérer plein de choses, hein. On peut gérer du coup de l'EPP, on peut gérer de l'EDR, on peut gérer du Fortinet, on peut gérer de l'anti-spam, on peut gérer du système de mots de passe, de gestion de mots de passe, on peut gérer de la sauvegarde. Voilà, on peut gérer un certain nombre de choses, du multifacteur authentification, donc de la double authentification sur les firewalls et tout ça. Et pour ça, en fait, quelle est la différence entre un prestataire d'infogérance et puis une entreprise, hein? C'est que le prestataire d'infogérance, il va avoir toute une organisation pour pouvoir en fait justement appliquer son infogérance. C'est son métier, il est censé faire ça en fait en temps réel et tout le temps. Donc dans l'infogérance, le prestataire va automatiser la veille. Donc là, on peut voir que même par exemple sur les commerciaux, hein, les commerciaux en fait vont avoir carrément les CVE qui remontent dans les flux RSS. Alors bien sûr, les commerciaux vont regarder moins ça que nos équipes techniques, mais déjà ça montre que même au niveau de l'entreprise, même les commerciaux peuvent avoir en fait ce type d'alerte. Votre prestataire, il va être audité par des organismes extérieurs qui vous assurent, en fait, qui vous permettent de vous assurer que ils sont déjà organisés, staffés, avec des gens qui ont les compétences techniques pour le faire, la ressource nécessaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a assez de personnes qui sont en mesure de traiter ces points-là qui peuvent intervenir euh, pour gérer votre infogérance. Donc, en l'occurrence, nous, au niveau du groupe NVL, par exemple, on a une ISO qui est vraiment importante quand vous choisissez un partenaire de sécurité, c'est la ISO 27001. Donc, ISO 27001, si on lit ici, en fait, le titre de l'ISO, c'est Information Security Management, donc encadrement de la sécurité des données. Quand vous cherchez un prestataire de cybersécurité, c'est vraiment ça que vous devez demander comme ISO. Et puis il y en a un autre, en fait, c'est un label plutôt du gouvernement, donc celui-là, il est vraiment poussé par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité du système d'information. Chaque fois que je faisais un webinaire, par exemple, avec la police judiciaire de Bordeaux ou avec l'ANSSI, hein, justement, en gros, il parle de ce label-là, donc c'est le label Expert Cyber, donc qui est porté par cybermalveillance.gouv.fr et qui, pareil, demande en fait à montrer patte blanche en termes de qualification et tout ça. Le dernier point sur la partie en fait organisation d'un prestataire cyber, en fait il faut qu'il ait de l'équipement, des outils de supervision et du coup ça on va y revenir un tout petit peu plus loin dans la partie SIEM. Donc oui, il y a quand même un dernier sujet qui est intéressant d'évoquer, c'est que un prestataire d'infogérance, il va avoir une certaine expérience. C'est bien de sortir de l'école et puis d'avoir manipulé du Storm Shield pendant par exemple, enfin je sais pas, enfin, les périodes scolaires, on va dire dans le supérieur. Mais c'est beaucoup mieux quand vous avez géré un certain nombre d'équipements pendant longtemps et que vous avez pu voir en fait des cas qu'on voit pas forcément à l'école. En l'occurrence, nous, ça fait à peu près, alors j'ai mis 10 ans, mais je crois que ça fait plutôt 14 ans maintenant qu'on fait de l'infogérance. On a plus de 2000 firewalls en infogérance et puis du coup, on peut voir par exemple ici un peu quelques marques qu'on exploite, hein, WatchGuard, donc système américain, il y a 800, à peu près 800 WatchGuard en infogérance chez nous et puis 1100 Fortinet ou 1200 je crois maintenant. Euh, et puis, quelques exemples, hein. Par exemple, j'ai Gimat, il y a 500 points de vente en France. En fait, on a une infogérance sur les différents magasins, des filiales du Crédit Agricole aussi. Enfin, voilà, on peut travailler avec vraiment tout type d'entreprise et on ne fait pas que des gros comme ça. On va faire aussi, par exemple, des entreprises qui vont avoir 10, 20, 30, 40 salariés et qui nous confient aussi leur cybersécurité puisqu'ils n'ont pas les ressources en termes de personnel en interne, ni les compétences, ni voilà, les équipements et tout ça.
Donc, quand on déploie, par exemple, un système de cybersécurité chez un client, généralement, on va déployer en fait un boîtier. Là, par exemple, on a l'exemple d'un ID Secure Premium. Donc, c'est un système qui se base sur WatchGuard, ce qui va en fait permettre de faire la sécurité du réseau, l'antivirus, anti-malware, anti-cryptolocker ou ransomware. Donc, avec les couches de ce qu'on appelle l'APT blocker, Advanced Persistent Threat Blocker, menace avancée persistante blocker. Qui va permettre de gérer aussi à distance via nos équipes la maîtrise de la bande passante, d'optimiser les flux de bande passante, de faire ce qu'on appelle autrement aussi de la QoS, mais aussi du SD-WAN, donc de la répartition de charges entre différents liens. Et puis aussi de gérer des briques de mise en conformité, notamment la loi française vous demande d'archiver en tant qu'entreprise les logs de connexion de votre entreprise. Alors pourquoi est-ce qu'il vous le demande? Parce que dès lors que vous fournissez Internet à des tiers, vous êtes considéré comme un fournisseur d'accès à Internet et vous tombez sous les mêmes lois en fait que sur les mêmes contraintes que ce type d'acteur. Et puis d'anonymiser en plus ces logs pour RGPD. Donc là, c'est pareil, en fait, dans ce type de système, en gros, les logs remontent directement sur nos data centers chez ID-Line, et puis ils sont anonymisés à la volée pour RGPD, et on gère en fait toutes les couches ici de paramétrage et de gestion de la vie courante en fait du système, notamment le patch des CVE, mais aussi en gros les outils de sécurité quand il y a des tentatives d'attaque. On va passer sur le SIEM. Donc le SIEM, il y a un gros point d'interrogation dans plein de têtes de DSI en ce moment. Qu'est-ce que le SIEM? Est-ce que je dois en mettre un en place ou quoi? Donc nous, en fait, on fournit du SIEM, mais plutôt dans nos offres d'externalisation SI, donc externalisation système d'information. C'est quand on héberge en fait les serveurs de nos clients sur nos data centers. Donc on va parler un petit peu de cet aspect-là. En fait, qu'est-ce qu'on fait du coup au niveau du groupe? C'est que on propose en fait de l'externalisation ici. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, alors on a un graphique qui est un petit peu compliqué à comprendre, mais je vais essayer de l'expliquer. Donc ici en fait vous avez un sinistre qui a lieu, et puis là en fait à droite vous avez la durée pour restaurer le service, c'est-à-dire le temps d'indisponibilité de votre informatique, et à gauche la durée de perte de données, c'est-à-dire combien de jours, combien d'heures, combien de secondes de données vous avez perdu. Et donc dans une entreprise en fait, on va dire qui a pris un peu de retard sur son informatique, on va plutôt être sur cette partie haute, c'est-à-dire que s'il y a une cyberattaque, s'il y a un incendie, s'il y a une panne, il va falloir en fait soit racheter un serveur, l'installer, remettre des sauvegardes, éventuellement réinstaller des logiciels pour les entreprises qui n'ont pas encore passé le cap de la virtualisation. Bon, elles sont rares maintenant. Et puis du coup, ils vont avoir une perte de données qui peuvent être significative, jusqu'à 36 heures ici en arrière, et 72 heures de taux d'indispo. Et en fait, nous, on va essayer d'amener en gros les entreprises jusqu'à en fait ici, c'est-à-dire en gros en cas d'incident quel qu'il soit, tous nos investissements en fait convergent pour amener en fait nos clients à ce niveau-là, c'est-à-dire avec zéro perte de données, et puis un RTO, donc un temps de remise en condition opérationnelle, qui va être de 2 heures maximum. Donc on a même un PCA, hein, on va voir juste après comment on s'y prend. Donc pour ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on déploie en fait les serveurs de nos clients sur nos data centers, qui sont schématisés ici de manière assez simple. Et sur nos data centers, ici, en fait, entre par exemple le data center numéro 1 et le data center numéro 2, on va avoir de la réplication synchrone, ce qui veut dire qu'en fait, une information qui arrive par Internet va être du coup écrite en temps réel sur les deux bâtiments. C'est pas un bâtiment qui se réplique sur l'autre, c'est vraiment que l'information arrive et est écrite des deux côtés en même temps. De cette manière-là, en fait, même si vous avez une base de données, il n'y a pas de question de réplication vers l'un ou l'autre. On est sur du métro cluster là, et du coup, en fait, on a ce système de réplication synchrone qui permet que si jamais on a un bâtiment complet, par exemple, qui part en fumée, là, en fait, pour vous, c'est transparent puisqu'on continue à tourner en fait sur un autre bâtiment. Et là-dessus, après, à nous de faire en sorte que aussi ces bâtiments restent toujours opérationnels. Donc c'est pour ça que ici, vous pouvez voir en fait qu'on a par exemple une fibre sur un opérateur, une autre fibre sur un autre opérateur, une troisième fibre sur un troisième opérateur. Tout ça sur des chemins de câbles qui sont différents, c'est-à-dire il y en a une qui part au nord, une qui part au sud, une qui part à l'est, de manière à ce que même s'il y a des travaux qui arrachaient des fibres sur un des points cardinaux, et du coup, on pourrait continuer en fait à être connecté à Internet. Généralement, sur une entreprise, vous allez avoir le siège qui va accueillir les serveurs. Et si jamais en fait le siège a une coupure d'internet,
ou doit passer en mode dégradé sur une FDSL ou sur un modem 4G ou choses comme ça, bah en fait, ça paralyse tous les autres sites de l'entreprise qui peuvent plus accéder au serveur. Donc c'est ce type de taux de dispo qu'on va essayer de mettre à votre service. On a plein d'autres démarches, mais je vais pas forcément tous les aborder ici. On a par exemple la partie ERDF, hein, évidemment. En fait, on a de la double adduction ERDF avec du groupe électrogène, avec des centrales de fuel et tout ça. Et puis un troisième bâtiment. Et tout ça, en fait, tous les jours, c'est sauvegardé avec du coup des rétentions qui sont assez longues et en même temps avec un système d'extraction de supports physiques qui sont déconnectés carrément du réseau et qui sont emmenés sur un troisième bâtiment à 15 km du centre d'extraction. Enfin, comme ça, même s'il y avait une cyberattaque qui arrivait à passer malgré toutes les mesures de sécurité qu'on met en place sur nos data centers, bah, en fait, cette sauvegarde à froid nous permet d'être capable de redonner en fait les données au client. Du coup, là, on a un petit schéma en fait de comment ça se schématise en fait chez un client lambda, on va dire, un client qui va avoir plusieurs sites. Bah, en fait, ces différents sites vont se connecter sur nos data centers avec du coup la gestion de la sauvegarde et puis nos équipes qui infogèrent absolument tout pour eux, toutes les couches basses. La cybersécurité, puisque tout ça, en fait, bah, bien sûr, il y a des outils de cybersécurité, du firewalling, de la sonde, de l'EDR, et ainsi de suite. Et tout ça, en fait, c'est fait pour, du coup, être capable de repartir en 2 heures maximum. Donc, il y a différents types d'externalisation. Et puis, juste après, on va voir, du coup, bah, vraiment le SIEM. On va rentrer dans le détail du SIEM. Donc, dans l'externalisation, il y a, en fait, le système d'externalisation. Enfin, il y a, en gros, le premier niveau, c'est le système d'information interne. C'est quand, en gros, on vient travailler sur vos propres, comment dire, vos propres infras. Et puis là, en fait, à droite, on voit la légende, hein, donc responsabilité du client et responsabilité ID-Line, hein, qui est le nom de notre entreprise. Donc en gris, en fait, plus on va vers la droite et plus du coup on devient vraiment bah, responsable de toutes vos couches basses, que ce soit en termes cyber, mais aussi en termes de vraiment de disponibilité, de stockage, tout ça. Donc nous, en fait, ce qu'on pratique dans 90% des cas, hein, c'est l'externalisation ici, où du coup, en fait, vous restez responsable uniquement de la partie applicative avec vos éditeurs, du SGBD, donc les systèmes de gestion de base de données et middleware, enfin il y a des middleware. C'est-à-dire que c'est l'éditeur en fait qui réinstalle généralement les applications sur nos systèmes. On vous ouvre un univers d'hébergement et après en fait on gère tout le reste, c'est-à-dire le fait que le système bah, il reste toujours en condition opérationnelle, que bah, le système d'exploitation il soit mis à jour et tout ça, que il y ait bah, ce type de système, c'est-à-dire du SOC comment dire, qui infogère l'EDR en temps réel, les EDR, puisqu'on déploie de l'EDR évidemment sur nos machines. Qu'il y a un SIEM, donc c'est le SIEM, je montre le prochain slide, c'est le SIEM, qui est du firewalling et que du coup il soit bien géré, que les systèmes de sauvegarde, les systèmes de stockage, le réseau local et tout ça. Et puis après, de temps en temps, on fait un dernier niveau en fait d'externalisation qu'on appelle le SaaS, donc Software as a Service. C'était principalement pour du Sage ou du Cegid, qui est très répandu chez pas mal de nos clients. Et du coup, en fait, là, ils ont carrément en fait le logiciel en SaaS. Hop. Et du coup, donc le SIEM, en fait, ça consiste à déployer du coup pas mal d'outils et de tout centraliser en fait dans un système central qui va nous permettre de superviser. Donc là, déjà, on peut voir un petit peu bah, tous les types d'équipements. Enfin, c'est pas tous, hein, c'est une partie des types d'équipements qu'on va exploiter. Donc on peut voir par exemple qu'on a des sondes, hein, qui vont nous permettre de voir si, par exemple, des disques durs ou des machines virtuelles risquent d'arriver en souffrance ou autre, pour pouvoir anticiper les pannes plutôt que venir les réparer une fois qu'elles apparaissent. Et tout ça, bah, ça nous permet en fait de fonctionner d'une manière différente. Souvent, en fait, une entreprise, enfin, elle a en fait son infra en local et puis après, il y a un prestataire quand elle a une panne pour qu'il vienne les dépanner. Nous, c'est un peu différent en fait, c'est qu'on vous garantit un taux de disponibilité sur lequel on s'engage, hein, une garantie de résultat. Et puis, bah, du coup, c'est plutôt nous en fait, en cas de bah, où on ne serait pas à même, par exemple, de réparer dans les temps ou choses comme ça, qui serait amené à vous verser des pénalités. Donc c'est pour ça qu'on anticipe absolument tout, parce que il en dépend évidemment de notre propre rentabilité.
et notre image aussi, hein. Donc c'est pour ça que du coup on a ce type de sonde. Et on a des sondes pour un peu tout, c'est-à-dire pour la cyber, pour nos switches, pour nos équipements de cybersécurité, firewalling pour l'EDR et tout ça. Et tout ça vient en fait remonter dans un SIEM. Donc un SIEM, c'est un Security Information and Event Management, pardon. Donc en gros, c'est un système qui va permettre de centraliser l'intégralité en fait des logs de tous ces équipements et puis de mettre en place une analyse systémique en temps réel de tout ça. Donc ça, pour l'instant, en fait, nous, on le déploie plutôt dans le cadre de nos offres d'infogérance, c'est-à-dire vraiment, enfin, d'externalisation ici, c'est-à-dire quand le client est en hébergement chez nous, parce qu'après, pour le mettre en place chez un client en local, bah, ça peut en fait avoir un certain coût, hein, il faut mettre pas mal de choses en place. Et en plus de ça, bah, après, il faut qu'on puisse y accéder à distance, donc c'est moins confortable. On est en train quand même de travailler sur des choses pour faire en local, mais du coup, éventuellement, Novancy, notre filiale d'infrastructure, c'est déjà en montée sur du local. Donc, j'espère que ce webinaire a été intéressant pour vous, voilà, qu'il n'y a pas eu trop de vulgarisation, parce que j'essaie de rester quand même assez en superficie, mais du coup, it's a question time. Donc, si vous avez des questions, je reste encore 1 ou 2 minutes en ligne, et puis je vais vous noter ici peut-être mes coordonnées. Donc, moi, c'est Christophe Bruno, je suis responsable commercial de ID-Line sur le 33, enfin en gros tout le sud, toute la partie basse du sud-ouest, donc du 33 jusque 64-65 et puis jusque 47, 24, 40. Et du coup mes coordonnées, donc je mets mon adresse mail et puis mon numéro professionnel. Donc, ce webinaire a été enregistré, il sera diffusé du coup un peu plus tard sur les médias sociaux, je pense YouTube ou autres. Et est-ce que vous avez des questions? Si oui, vous avez la possibilité donc d'ouvrir votre micro. Je vais vous les poser de les ouvrir comme ça. Hop. Ouais. Donc, vous avez la possibilité de les ouvrir. Et puis bah du coup, s'il n'y a pas de questions, on va mettre un terme simplement à ce webinaire. Ok, bah du coup, je considère qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis bah au plaisir d'échanger avec chacun de vous.